tous, bienvenue dans Ciné, Série et compagnie pour une émission où l'on se fait plaisir avec des rencontres qui nous comblent. À commencer par le romancier britannique Jonathan Coe, l'auteur de Testament à l'anglaise et de la vie privée de Monsieur Sim, nous raconte dans l'extra interview comment il a appris à écrire en regardant des films, notamment ceux de Billy Wilder. Bonheur aussi de retrouver dans le screen parfait le réalisateur Louis-Julien Petit, dont on avait adoré le premier long métrage Discount. Il poursuit dans une veine sociale en dénonçant la violence au travail dans Carole Mathieu, où il dirige Isabelle Adjani. Alors oui, c'est sombre, mais ô combien nécessaire. Aimez-vous binger ou binger? Quoi? Qu'est-ce? Je traduis. Aimez-vous consommer des épisodes de séries les uns à la suite des autres ou préférez-vous attendre quitte à être frustré? Analyse psychologique dans Madame et série. L'héroïne du PS I Love You, c'est l'intense Naomi Watts, une actrice qui, pour se détendre, adore nous faire flipper, avec le film Oppression notamment. Mais oui, c'est bon d'avoir peur. Cela dit, si vous préférez les larmes aux frissons, laissez-vous envelopper par la douceur de la bouleversante Michelle Williams. Elle dégage une vraie mélancolie, ou peut-être est-ce nous qui projetons en Michelle Williams une forme de tristesse. La perte brutale il y a 8 ans de son ancien compagnon et père de sa fille, Heath Ledger, et son attirance pour les rôles douloureux y sont pour beaucoup. Dans le magnifique Manchester by the Sea, elle incarne ainsi une femme brisée face à Casey Affleck, un second rôle déchirant qu'elle sublime en quelques scènes. I've said a lot of terrible things to you. My heart was broken, and I know yours is broken too. No, you don't understand. There's nothing there. That's not true. Michelle Williams, une actrice rare, dont la douceur et la modestie tranchent avec le côté tapageur d'Hollywood. Dear Michelle, you said to choose your roles very carefully. You're not the kind of actresses who need to do a project after another one. I was wondering, what do you rely on to say yes to a character? What do you need to feel? To me, it's always like if my heart gets pulled. If my heart gets pulled by it, then I know that that I've already started to think about it. I've already taken some part of it inside of me. How is he? How's Joe? He's fine. You know, he's all right. Actually, he's doing all right. And you didn't run out of beer? I mean, you got through the day okay? Oh, yeah. We're very temperate. I don't know why you guys bother getting on the friggin' boat. What do you mean? We love the sea. Oh, yeah? How many beers do you have on the sea? It was all about the writing. It was all about Kenny. You know, he's a playwright first and foremost, and so words are his main trade. And you can always tell a Kenny Lonergan movie or a Kenny Lonergan play. It's incredibly natural, but it's very specific. And it's really rare that you get to work with a writer of that caliber. And the truth about when you work with great writing, it actually makes your job effortless in a way. Oh, God. No. What do you think you're gonna do? Guess I'm gonna take a shower. Randy, your character is very important for the story, but you only have a few scenes. So is that more challenging to make a character exist when you don't have every scene to create him or her? Sometimes there have been things that I've been asked to do that are much smaller parts, and I've said no because I said, the problem is, for me, that doesn't mean that it's not a whole person. And they say, oh, well, it's just a couple days, come do this. I'm like, it's gonna take me so long to prepare for it, because that's what I did with this movie. I spent a lot of time preparing for it and thinking about it, an inordinate amount of time in comparison to how much time I'm actually in the movie. I spent weeks, because I can't be, just because it's a small part doesn't mean I can be half of a person or put in half of the work or care half as much. I still have to invest everything that I have to give. The thing that I always feel when I start working on something is that the entire world becomes available material. All of a sudden, it's a light switch goes on in the whole world, and everything that I see or hear, it all starts to sort of funnel back into the project that I'm working on. I don't have anything big to say. It's okay. I know you've been around, and I thought... Just been getting Patrick settled in. It seems like he's doing pretty good, huh? Considering. I think he is, yeah. I guess you don't know this, but I really kept in touch with Joe. It's been kind of weird for me not seeing Patrick. Oh, okay. I didn't know.
If you could see him if you want. Could we ever have lunch? I realized, looking back at your filmography, that you make me cry a lot. Oh no. I mean, it's real and it's fantastic. It's what I want to find in movies. But my point is, you don't seem afraid to go to very dark material and tormented ladies. I think oddly, it's harder to find something that is well written, but funny or lighthearted. But I think I would never do anything to like endanger, you know, my Your soul. stability. Yeah. And when it veers in that direction, it just like, you know, you got to run a tight ship and keep yourself on track because, you know, it's not necessary. You're really a model of discretion. You're not in search for fame. I mean, are you an actress, really? You're not obsessed by the idea of being on the A-list or... I was wondering why you choose to act. Truthfully, like I do it because it's the only thing that I know how to do. I started acting when I was 12, and I left formal school by the time I was 15, and so it really narrowed my options. So this is the only way that I know how to support myself and my family. But I think when I started, I experienced a lot of early rejection and failure, and so as a result, I've never been very attached to success because it still seems very unfamiliar to me and also incredibly fleeting. How do you keep the pleasure of acting on stage and in cinema? I did cabaret for a year, and I took my daughter to the pediatrician. She had to have like a doctor's appointment before I had a show that night, and I really like her pediatrician. We're really close, and he was like, "What about you, Michelle? How are you doing?" And I was like, "Oh, I'm tired, and I just don't know how it's going or what I'm going to do." And he said to me, "Well, I don't know what to tell you, but I will say this. Surely there is," he's like a very dear man, but he said, "Surely there is access to joy out there tonight." And in a time when you're just sort of like grabbing at things to feel like, to figure out how you're going to get on stage and what you're going to do and how it's going to go, I really clung on to what Dr. Mark Nesselson said. And I thought, and that's what I went out there and thought, like, there's going to be something out there tonight that's going to bring me joy. Dear Michelle, it was a real pleasure to meet you, and I'd like you to have the last word of this interview. A word you like, because of what it means, because of how it sounds. Well, that's a good It can be a question. title What of would a it movie, of a be? song. My favorite word? Yeah, or... Chère Naomi Watts, depuis votre collaboration avec David Lynch il y a 15 ans, vous n'avez jamais cessé de travailler. Votre carrière est riche de films brillants et divers. Alors bien sûr, une petite récréation nostalgique dans la case du film qui fait peur n'est pas pour vous déplaire. Car vous avez marqué une génération dans Le Cercle, puis dans sa suite, et le thriller psychologique, ça vous pose. Dans Oppression, vous êtes Marie, une pédopsychiatre vivant à l'orée d'une forêt en Nouvelle-Angleterre avec un fils lourdement handicapé. Il fait froid, la maison est isolée, un de vos jeunes patients disparaît dans la nature et c'est parti pour 95 minutes de stress intense. I'm drawn to characters who are funny, quirky, complicated, deep, often like ones who are losing their mind. Who are going through something emotional. I like them to be brave, vulnerable, and I like always to know that they are growing in some way. It's like I have my little boy back. Hi, Mary. Hi. How's it all going? To tell you the truth, I think it'll be good for all of us. Mary has definitely got a lot of fight in her. She's someone who has to deal with some pretty bizarre circumstances. Pretty Bizarre, sans blague. Le scénario est signé Christina Hodson, dont la cote ne fait que grimper à Hollywood, et les acteurs qui vous entourent sont surprenants de jeunesse et de talent. Charlie Heaton, découvert dans la série Stranger Things, et Jacob Tremblay, que ceux qui ont vu Room ne peuvent pas avoir oublié.
God's sake, Joan, please. Can you just let him... Joan, I'll call you back. I wanted to kind of go back a little bit to, you know, psychological thrillers and horror movies that were, you know, bigger in the 70s maybe than the recent stuff that feels like a lot of like loud jumps and sudden scares, but with not that much substance behind them. I wanted this to feel scary throughout, not just waiting for those kind of sudden shocks. What I loved about the screenplay is that it kind of had a level of intelligence and sophistication, but wrapped up in a genre movie, in a psychological thriller. I feel so guilty. Working with Naomi Watts has been amazing. When you admire someone from afar, you always hope that they don't let you down in person when you meet them. And she's an actress of, you know, great experience and, you know, great caliber, and she could have been many things that you might expect of a sort of Hollywood A-list actress. And she was none of those things, apart from incredibly talented. She's one of the most down-to-earth actresses I've ever worked with. Ok, c'est bien joué, c'est bien écrit, c'est bien filmé, mais à quoi reconnaît-on un bon film qui fait peur, ma chère Naomi? À sa bande-son, bien sûr. Celle d'Oppression est parfaite. Attention, démonstration sans l'image. Vous voyez, on s'accroche un peu au fauteuil. On sent qu'il va se passer un truc. Ah, fausse alerte. Ça s'éloigne, attention. Et après, il suffit d'ajouter votre petit minois effrayé et tout roule. D'ailleurs, ça roule tellement que ça peut occasionner des incidents sur le tournage. Alors attention, Naomi, contrôlez-vous un peu, vous faites peur aux enfants. One time, there's this scene where I'm like in the tunnel and the walls in her house, and she had to scream because she sees me like right there, and she screams. But when she screamed, it scared me. So then she was like saying, "Oh my gosh, I'm so sorry." Ce film où les hallucinations et la paranoïa nous font sursauter dans les fauteuils, c'est l'angoisse qui surpasse l'horreur. Et c'est souvent la bonne excuse pour se lever contre ceux qui aiment nous protéger. Alors usons et abusons de ce cinéma de genre, l'hiver ne fait qu'arriver. Merci Naomi. Chaque semaine, l'Extra Interview recueille les confessions de personnalités amoureuses du petit et du grand écran. Aujourd'hui, nous recevons Jonathan Coe, auteur british brillant et caustique, habité par le cinéma au point d'en distiller des hommages dans chacun de ses ouvrages. Dans Expo 58, il y a 2 ans, il nommait ses personnages principaux, Wayne et Radford, comme les acteurs qui incarnent le duo Charters et Caldicott dans The Lady Vanishes de Hitchcock. Dans son dernier roman, l'excellent numéro 11, il intègre à sa galerie de personnages un homme obsédé par le cinéma au point de consacrer sa vie à un film perdu. Et c'est par la télévision que tout a commencé. When you were younger, it was television that you were watching, that you were learning through? Yeah, the 1970s were a really good time for British TV in a way that people from other European countries sometimes find it hard to understand, because really our best writers and directors were working on television. So Ken Loach's early work, Stephen Frears' early work, Mike Leigh's early work, it was all on BBC TV, and we didn't have to pay anything for it. It just came into our homes every night. It was an incredible time. And also a very good comedy series, not just funny, but also serious and reflective of, you could learn what the country was like through watching these shows. A lot of my writing skills come from watching that stuff, particularly the way I approach writing dialogue. Was it just by listening to it, or did you study them? Well, there was a strange phenomenon in the 1970s, which was the novelization, because obviously no video recorders, so once a program was broadcast, it was gone until it was repeated again. But they turned them into books, and I had a Likely Lads novel. And, I read this book, I still have the copy, it's falling apart because I read it so many times. So, a lot of
what I remember of the show came from that. But also, I used to record the audio off the television. Not with comedy shows so much, but with movies. With Billy Wilder's movies particularly, which I discovered kind of in the mid-70s and became very obsessed with, fell in love with completely. And I used to buy audio cassettes, C-120s they were called, because they were 2 hours long, and you could fit the entire dialogue track of a film onto this, and I would listen to it in bed at night, the way that other people read books before going to sleep. Not since Scarface, so much action. Not since the Marx Brothers, so much comedy. Not since the 7-Year Itch, so much Marilyn. I think he was the great master of kind of narrative architecture in the cinema, planting clues and images and lines of dialogue early in a film which don't seem to mean very much, and then they would come back and they would pay off later on. I always also loved the way that reaching a mass audience was very important to him, and yet he wouldn't compromise on the intelligence of his films. So he always negotiated a very careful path between those two things. I remember something that a screenwriting collaborator of his said to Billy Wilder. He said that he thought the screenplay they were working on wasn't subtle enough. He said, "What about the subtleties?" And Billy Wilder said, "Sure, we can have subtleties, but let's make the subtleties obvious." And that's kind of my motto as a writer, that, you know, the sophistication has to be there, but everybody has to be able to understand it. The best picture this year will also be the funniest. Good night, sugar. Good night, honey. If you've been so much drowned into television when you were young, did you remain faithful to it? I read you are obsessed with Downton Abbey. Maybe it's a strong word. It's a strong word, yeah. I'm fascinated by Downton Abbey, which is not quite the same thing. And I'm fascinated by why it was made now, or, you know, in the last few years, at a time of great economic hardship and austerity in the UK. Why do people retreat into this kind of nostalgic fantasy of an England that has long disappeared? And why is it so popular around the world? Why is it this particular version of Englishness that we're so good at celebrating and exporting? And, you know, to me, it's an absolute fantasy, a kind of conservative right-wing fantasy, which is so well made and so enjoyable that everybody watches it. But it's also kind of ridiculous. Well, you know, so much television nowadays is about crime and detection and murder and violence. And that I get a bit bored of that, but at the same time I'm drawn into it like everybody else. So I like these particularly Scandinavian long-form series like The Bridge and The Killing, which attempt to weave crime and politics together, not always as successfully as you'd like, but beautifully made, fantastically acted. I think the woman who plays the detective in The Bridge, I forget her name, is an amazing actress. Echo starters across the room, trembling noises that come too soon, spatial movement which seems to near. You said that whenever you were listening to a song, for listening to a mix of music and words, music was what struck you first, what you were concentrating on first. How is it with movies when you add images to this fusion? Yeah, I have I understand the world, first of all, through my ears, I think, not through my eyes. So, of course, film is primarily a visual medium, and the greatest films are full of incredibly strong, memorable visual images. But even then, I listen to the dialogue more than I watch what's happening on the screen, I think. So a lot of my favourite filmmakers would be people who
Really, their strength is in dialogue rather than through images. Billy Wilder is one example, Woody Allen is another. I mean, I love Woody Allen, but I don't remember much of what his films look like. I just remember the lines, the dialogue. Qu'un écrivain se concentre sur les mots, rien de très surprenant au final. Et c'est sur les siens que nous vous invitons à vous pencher avec le très beau numéro 11. À suivre dans le Screen Parfait, un jeune réalisateur qui remet le cinéma social au goût du jour en France, Louis-Julien Petit. Dans son premier long métrage, Discount, il dénonçait le gaspillage alimentaire. Le voici qui explore avec talent la violence au travail dans Carole Mathieu, la révolte d'une femme médecin incarnée avec passion par Isabelle Adjani contre les méthodes déshumanisées d'une entreprise. C'est la leçon de mise en scène de la semaine. Mais avant cela, Madame et Série se pose une question métaphysique. Faut-il binger ? Cette semaine, Madame et Série répond à une question que nous nous posons tous. Wow. Okay, it was good. Notre consommation aiguë de séries nous met-elle en danger ? Devons-nous arrêter de binger de toute urgence ? Sommes-nous des drogués des images et des cliffhangers ? C'est grave, docteur ? Parce que nous prenons la question très au sérieux, nous sommes guidés par deux professionnels, Yann Valeur, psychologue clinicien spécialiste de l'addiction, et Michael Tosca, ancien scénariste, psychologue et auteur de Accro aux écrans, ça reste à prouver. Ces dernières années, et surtout depuis que certaines plateformes proposent une saison entière de leur série d'un coup, on parle de plus en plus du binge-watching comme d'un comportement dangereux. Mais est-ce que ça l'est vraiment ? Je ne vais pas le positionner comme dangereux. Pourquoi ? En tant que telle, la série, elle n'est pas porteuse de danger majeur. Évidemment, toute proportion gardée, c'est-à-dire qu'il faut que le contenu soit adapté à la caractéristique de la population qui l'observe, à savoir sa caractéristique d'âge et de sensibilité. Et en tant que telle, une série télévisée ne va pas avoir de conséquences qu'une prise d'héroïne, une prise intensive d'alcool. So intense. Oh my God, so good. Okay, let's just watch the first episode of season 2. That's all I want to see. One more season. Qu'est-ce qui fait qu'on est amené à visionner plusieurs épisodes d'une série à la fois, en fait ? C'est une activité de loisir. On fait ça par plaisir. Et donc, en fait, c'est toute la question qui est un peu en lien avec l'addiction, c'est la question du plaisir et sa gestion. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un moment, le soir, on visionne 2-3 épisodes et on se dit non, là c'est vraiment pas raisonnable. Donc je vais arrêter de regarder parce que le lendemain matin, il faut se lever dans de bonnes conditions parce qu'on a des choses à faire. So good. How is it so good? What time is it? It's like daylight already. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on va pas passer sa journée à regarder des séries parce qu'il y a un équilibre qui doit se produire. Il faut investir sa sphère sociale, sa sphère affective, sa sphère familiale, introduire aussi des contraintes de la vie quotidienne. La problématique, elle se situe là. C'est-à-dire que si on perd la maîtrise des limites liées à la gestion de son plaisir, c'est là où les conséquences plus ou moins graves peuvent intervenir. Yeah, okay, thanks. Bye. So, I lost my job. One more episode? Il est évident que tout objet de plaisir peut avoir une vocation antidépressive. Quand on dit qu'une série est addictive, c'est plutôt lié à sa qualité. Après, il y aurait ce qu'on appellerait des séries addictogènes, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, lorsqu'on rentre dans une réflexion sur la structure, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui nous empêche de décrocher. Et c'est pas toujours, pour le coup, un signe de qualité. Great. Next one, next one, next one, next Whoa, one. wait. What? That's the last one. Satisfying finale, that's it. Je ne pense pas que le concept d'addiction aux séries existe, ou alors de manière galvaudée un petit peu. Comme ça, on en parle, comme ça, un peu pour se moquer de soi. Je suis complètement accro à cette série. Ça veut dire je l'aime de manière folle et passionnelle. Parce que j'aime les personnages, parce que je les aime, je les suis depuis longtemps. Et la série nous propose quelque chose qui est une narration qui dure, à l'inverse d'un film qui est une expérience qui dure à peine 2-3 heures. We survive. We bring civilization back to this world. We are the saviors. Pas de danger donc, mais pourquoi la série a-t-elle pris une si grande place dans nos vies, au point d'annuler un dîner pour regarder le dernier épisode de The Walking Dead ? La série a presque un statut de doudou, d'objet transitionnel qui nous rassure. La télé a une fonction de doudou, c'est-à-dire elle est allumée,
Elle est là, c'est une présence. Donc c'est évident qu'au-delà d'elle, en regardant le contenu, une excellente série est un objet culturel, comme tout objet culturel, qui peut avoir un effet cathartique. Cathartique dans le sens où, par des principes d'identification, je vais pouvoir vivre ce que vit le héros, me sentir affronter des choses grâce à lui, alors que dans la vraie vie, je n'y arrive pas. Freeze it right there. It's power. Face à une série télévisée, vous n'êtes pas passif, vous n'êtes pas soumis au produit. Votre cerveau, il est en activité. Votre cerveau, il travaille des émotions. Il travaille un sens critique aussi. Il met en place une prise de recul et il se projette. Donc, vous faites des liens avec ce qui se produit. En fait, c'est la même chose que quand vous lisez un bon roman. Hein. C'est-à-dire que vous faites des liens et vous faites un retour d'expérience sur des séries telles que Six Feet Under qui font partie, pour moi, alors c'est un jugement de valeur, mais des séries intelligentes. Il y a une vraie réflexion autour du deuil. Et donc, c'est un apport. On n'apprend pas que à l'école, on apprend aussi dans ses expériences de la vie quotidienne. Et puis, on apprend aussi au travers des fictions. La vérité, c'est que le grand talent des scénaristes et la qualité des séries que l'on regarde ne sont pas les seules raisons pour lesquelles nous avons tendance à empiler les visionnages. L'autre raison, c'est que notre monde nous y pousse. On vit dans une société, moi, que je qualifie d'addictogène, qui va mettre l'individu avant le groupe et qui va valoriser l'intensité et la rapidité. C'est-à-dire que vivre des expériences intenses et rapides et de plus en plus fortes, c'est plus l'exception, ça devient la règle. Et indirectement, du coup, ça introduit la notion de dopage. On est, du coup, assujetti à avoir vu le dernier épisode de la dernière saison, de la dernière série à la mode. Il y a une affaire avec la performance. My eyes are getting salty. Like when I blink, it stings. When's the last time you brushed your teeth? I can't remember. On est aussi dans une société où la maîtrise de l'attente et de la frustration est très mise à mal. C'est-à-dire, on a une société consumériste qui nous propose tout maintenant, ici, à notre portée. Ça, c'est au détriment du plaisir projeté et diffusé, qui a quand même plus de garanties sur la construction individuelle. C'est toute la problématique, au fond, qu'on rencontre dans d'autres choses, c'est la différence entre le besoin et le désir. Lorsqu'on est dans un besoin, à partir de ce moment-là, au fond, on est presque dans un rapport quasi physiologique. Il me faut ma dose, sinon je m'effondre. Alors, j'ai jamais encore eu de patients qui sont venus pour ces problématiques-là, mais c'est peut-être un signe qu'en effet, il y a une dépression latente. Bon, disons les choses. Alors, on est dans un environnement assez dépressiogène parfois. Donc, c'est vrai qu'on a peut-être d'autant plus besoin, à certains moments, d'avoir des séries, comme un moyen d'aller mieux, tout simplement. Conclusion, la série ne nous veut aucun mal. Le seul mal possible, c'est un peu nous qui nous le faisons en surconsommant les épisodes, sans saisir chaque émotion et chaque subtilité de ces belles histoires. Alors la bonne résolution de Madame et Série pour 2017, c'est de lever le pied et de savourer. You have to go to his house. We're going right now. Come on, get in the car. Ah, legs are cramped. À 33 ans seulement, Louis-Julien Petit signe avec Carole Mathieu un second long-métrage qui nous plonge dans le chaos et la dérive d'une entreprise dont le management oppresse et écrase. Une immersion vécue à travers le regard d'un médecin du travail auquel Isabelle Adjani prête ses traits et la fulgurance de son talent. C'est avant qu'il faut avertir, pas après. 5, 4, 3, 2, 1, on vlog! Madame Duvivier, bonjour, je suis Sophie, votre conseillère. Vous êtes des putains de fucking vendeurs! On se surpasse, on se dépasse. Vous êtes toujours au top. Toujours. Je me sentais comme une merde, j'étais plus rien. Si tu veux pas t'intégrer, c'est pas grave. Va bosser au kebab. Moi, je m'en fous. J'en peux plus. Il faut que ça s'arrête. Louis-Julien Petit, bonjour. Bonjour. Il y a dans le personnage de votre film, Carole Mathieu, quelque chose qui me fait penser à la figure de Don Quichotte. Pauvre chevalier livré au pouvoir des chimères. Comment votre mise en scène donne corps au combat de cette femme ? C'est une très bonne question.
Moi, je voulais que Carole Mathieu devienne un fantôme, s'efface dans le film. Toute la mise en scène, c'est pas évidemment que le découpage, c'est vraiment comment on implique le montage son, la musique, tout à travers ce que va ressentir Carole Mathieu. Et si on arrive à la fin à faire des plans quasi vides où la réalité est tronquée, on rentre dans sa tête et on est dans le ressenti de chaque scène à travers Carole Mathieu. C'est-à-dire que tout est déstructuré. On est déstructuré dans le temps, dans la continuité, alors que l'histoire avance. Et en même temps, c'est déstructuré et dans l'image et dans le son. En fin de compte, c'est une femme qui perd l'image d'elle-même. Est-ce que c'est pour ça, par exemple, que vous avez mis en scène ce face-à-face avec elle-même? Qu'est-ce que ça représente? L'idée d'une image complexe, d'une femme multiple? Carole Mathieu, c'est un ange mi-exterminateur, mi-rédempteur. Et tout de suite, je me suis dit, OK, il faut que je travaille sur le double. La première fois qu'on la voit face à un miroir, elle s'écoute. C'est qu'il y a une voix qui dit... C'est à vous de m'aider. Je n'ai rien à foutre, mais je n'ai rien à foutre de parler à quelqu'un d'autre que je connais pas. Et elle se voit différemment. C'est que je la dirigeais de deux manières différentes dans un même plan. Donc je faisais des cues comme ça, où elle changeait de tête. C'est-à-dire que c'était vraiment dément. C'est que je la filmais de profil, et je voulais que son regard switch pendant qu'elle était off. C'est-à-dire qu'il y a un micro-moment, il y a un angle mort dans le plan, et quand on arrive face, elle ne se reconnaît pas. Elle ne reconnaît pas la personne qu'elle voit. Et vu qu'elle va devenir, c'est patient, elle va devenir l'incarnation d'une souffrance, c'était très important de montrer qu'il y avait déjà un trouble, quoi, une césure sur le dos. Patrick, vous savez ce que c'est que la qualité empêchée, je peux vous dire, c'est quand un employé ne peut pas faire ce pourquoi il a été embauché. Tout le monde est coupable. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a rien qui change. C'est quelqu'un de très... Ce plan-là, c'est pareil, encore une fois, à la diriger autrement avec Isabelle Planel, qui est Focus Puller, l'assistante opératrice, qui va attraper toutes les personnages. Donc moi, je faisais ça. Et à chaque fois que... Elle fait des bascules de points. Elle fait des bascules de points, mais il faut voir une autre Carole Mathieu. D'accord. Il fallait voir une autre expression. À chaque fois, donc je faisais 1, 2, 3. Elle change... jouait, je faisais 1, 2, 3. Et elle jouait quelqu'un de différent. Ça, c'est excitant quand même. L'écriture de votre mise en scène, elle est composée de deux influences. Un cinéma très traditionnaliste, mais composé, stylisé. Je pense à quand Carole Mathieu est au bord de la carrière, où on sent que les cadres sont choisis. Le décor veut dire quelque chose. Et une autre écriture, qui est celle des entretiens filmés, qui là nous fait penser au travail documentaire de Raymond Depardon, notamment à Urgence. C'est ça vos deux influences, un cinéma et un documentaire, et vous les faites cohabiter là où d'aucuns choisissent et opposent l'un et l'autre? Alors, pour répondre à la question, oui. Donc oui, mais le découpage, c'est une grammaire. C'est comme, pour moi, un plan veut dire quelque chose, il ne veut pas dire autre chose. La valeur, son mouvement, son esthétique raconte quelque chose. Donc après, il s'agit d'employer et de connaître le sens de chaque plan pour pouvoir, pour qu'il s'intègre dans une mise en scène. Quand on voit Carole Mathieu aller vers cette carrière immense, c'est elle-même face à son travail. Elle, toute petite, face à l'immensité, qui est la totale inverse de elle qui rentre dans la société. Elle, quand elle rentre dans la société, on suit Carole, qui aurait pu être tout en bas de cette carrière, en fait. Donc c'est le plan inversé, c'est un extrême contre-plongée, où on voit cet élément, où on est à l'intérieur de cette carrière. D'ailleurs, ça pourrait indiquer qu'on va la retrouver à la fin.
de la société Mélidem. Bonjour Madame Coppel, je suis la DG. Moi, je suis un amoureux des maîtres du découpage technique qui sont Martin Scorsese, Stanley Kubrick. C'est très, 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 très fort d'avoir conscience, je parle pour eux en tout cas, d'avoir conscience de la grammaire du découpage. Moi, j'arriverai jamais à faire des plans qui n'ont pas de sens, sinon c'est du racontage. C'est pas du découpage. Donc, si racontage, c'est vas-y, fais ton texte, fais ton texte, ok, c'est fini, merci. Moi, j'établis, par exemple, je fais des plans. C'est-à-dire que je travaille sur plan. Quand je choisis le décor, je fais des plans. Donc, par exemple, un bureau, voilà. Donc, je dessine et je liste les plans que je veux avec les mouvements, etc. Et je fais des déplacements des comédiens. Donc, je mets Carole, fais ça, va là, prends ça, etc. Et je mets à chaque arrêt, je mets les phrases clés pour qu'on ait une base, c'est-à-dire une base de travail. Et évidemment, après, c'est encore une fois la caméra au service de l'acteur. Je préfère une belle émotion qu'un beau plan, moi. Il y a un moment douloureux dans cette interview, c'est prendre congé de vous quand on a passé un bon moment de cinéma. Mais on va finir autour d'une question. Louis-Julien Petit, pourquoi filmez-vous? Enfin, faire des films, pour moi, ça me permet de témoigner d'un système que je trouve défaillant et d'en faire une histoire. Donc, comment on en parle? Qu'est-ce qu'on trouve comme solution? Débattre autour de ça. Faire prendre conscience sans être donneur de leçons, mais faire prendre conscience aux spectateurs d'un monde qui existe. Et voilà, et comment on fait évoluer notre société à travers le cinéma. Donc ce serait pourquoi je filme, c'est peut-être pour ça. Et pour faire plaisir à ma mère. Il faut qu'elle soit fière de moi aussi, je sais pas. Voilà. Ciné, série et compagnie, c'est presque fini, mais hors de question de se séparer sans une bonne dose de légèreté. Et la Galerie Sakura a réuni 36 artistes avec une seule volonté, nous faire sourire à travers une exposition intitulée « Décalage immédiat ». Des œuvres insolites, humoristiques, bref, un petit pas de côté fort agréable, à l'image de notre pépite de la semaine, le voyage au Groenland de Sébastien Bedbédé, soit les pérégrinations de deux potes dans un minuscule village perdu au milieu des glaces. Ce type-là, c'est mon père. Et ça fait des années qu'il m'invite à Kuchlorswark, ce village du bout du monde où il a choisi de vivre il y a presque 20 ans. Y aurait pas un petit truc quand même à boire là? Ah, mais il n'y a pas d'alcool dans le village. Quoi? Voici Thomas, mon meilleur ami. Je m'appelle moi aussi Thomas. C'est bizarre quand même ça. Il fait jour tout le temps et ils mettent pas de volet. T'as aucun volet nulle part. C'est le jour sans fin que tu veux que je te dise. Humour faussement neurasthénique, choc des cultures et ode à la famille et à l'amitié, voici un film vraiment attachant qui va vous faire voyager. D'ailleurs, d'autres voyages vous attendent dès la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas de profiter de la magie des écrans. Salut!